Dans cette vidéo, nous allons voir comment continuer notre intelligence artificielle par rapport à notre ennemi. Alors dans cette partie, on va surtout voir comment notre ennemi va pouvoir attaquer notre personnage principal. Alors pour ce faire, dans un premier temps, on va organiser notre code de manière à ce que via une variable de type booléen, on sache si oui ou non le personnage est en mesure d'attaquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas, est en mesure d'attaquer? Ça veut dire qu'il est à moins d'1,50 m de golem, notre personnage principal. Donc il va falloir que l'on teste si notre personnage est à 1,50 m de golem au maximum, enfin 1,49 m au maximum. Si c'est le cas, on va stopper le mouvement de notre personnage, c'est-à-dire move direction, le vecteur que l'on avait stocké, on va le stopper, le mettre à une valeur nulle. On va continuer par contre à dire à notre ennemi qu'il doit regarder dans la direction de golem, pour jamais s'il y a des frottements par exemple entre le personnage, etc., et qui ne se retrouve pas dans une orientation différente, et puis même il faut toujours qu'il regarde le personnage si le personnage bouge autour de lui à 1,50 m. Et aussi, on va devoir lancer l'animation de l'attaque. L'animation de l'attaque, on va pouvoir récupérer l'arme de notre personnage, on va lui attacher quelques composants de collision, on va voir notamment comment utiliser le rigid body dans ce cas particulier, et on va pouvoir donc mettre en place tout cela. Donc je vous propose dans un premier temps que l'on récupère de manière intelligente la distance de 1,50 m entre le personnage. Alors pourquoi je dis de manière intelligente? Puisque on sait déjà que le personnage a un test qui permet de tester si c'est à 6 mètres du personnage. Seulement si on lui fait une autre condition et qu'on lui dit oui, maintenant je veux tester, je veux qu'à 1,50 m tu t'arrêtes, eh bien il va dire non, Unity. Pourquoi? Parce qu'on teste déjà si c'est à moins de 6 mètres. Et à 1,50 m c'est quoi qu'il arrive à moins de 6 mètres. Donc ça va tester aussi la condition si c'est à moins de 6 mètres. Donc il va falloir qu'on, via une variable, qu'on trouve une astuce pour pouvoir dire, eh bien, quand on est en mesure d'attaquer, on attaque. Quand on n'est pas en mesure d'attaquer, on se déplace, si on est à moins de 6 mètres, vers le personnage. Sinon, dans le mouvement autonome, c'est-à-dire le mouvement où le personnage n'a pas remarqué le golem. Donc, on va utiliser donc une variable que je vais appeler, dans notre cas, fight, qui représente bien ce qu'elle veut dire. Elle est de type privé, hein, et ça sera un booléen. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui ne concerne pas, tout ce qui concerne le mouvement, c'est-à-dire juste le changement du vecteur directeur, la rotation et le mouvement autonome, donc toute la condition if-else du mouvement, je vais la décaler, l'indenter, et je vais dire qu'elle aura lieu uniquement dans le cas où fight sera égal à faux. C'est-à-dire c'est l'action que notre personnage ennemi effectuera lorsqu'il ne sera pas en mesure d'attaquer. Donc maintenant ce que l'on va faire, par contre bien sûr le vecteur dir2main va nous servir, puisque je le rappelle c'est le vecteur qui est calculé entre l'ennemi et le personnage golem, et on va se servir de ce vecteur pour pouvoir tester la distance d'1,50 m. Exactement comme on l'a fait ici pour tester la distance de moins de 6 mètres. Donc ce que l'on va faire, c'est dans une nouvelle condition ici, que je vais d'ailleurs commenter, que je vais appeler fight. Voilà. Alors on va tester si justement ce vecteur dir2main est inférieur à une magnitude, c'est-à-dire une longueur inférieure à 1,50 m. Alors pourquoi je parle d'1,50 m? Parce que c'est une valeur que j'ai testée avant la vidéo. Alors vous, il faudra tester en fonction de la hauteur de vos personnages, etc. Donc, dans le cas contraire, on va faire aussi quelque chose. Donc déjà dans le cas où on est en mesure d'attaquer, c'est-à-dire qu'on est à 1,50 m du personnage, on va mettre que fight est égal à true, c'est-à-dire qu'on peut attaquer. Sinon, on va mettre que fight est égal à false, on ne peut pas attaquer. Donc si fight est égal à false, c'est-à-dire qu'on est à plus d'1,50 m du personnage, on va se retrouver dans la condition suivante, c'est-à-dire, on va remonter donc à la prochaine frame, on va arriver là, on va voir que fight est false, donc on va rentrer dans cette condition. Et cette condition, c'est soit on est proche, c'est-à-dire inférieur à 6 mètres, et on effectue tout ceci, soit
on est plus loin que 6 mètres, et là, à ce moment-là, l'ennemi vit sa vie. Donc là, on sait qu'on peut se battre. Donc si je teste, vous allez voir que si là, mon perso est à moins de 6 mètres, donc il va se rapprocher quoi qu'il arrive, et là, il est à moins d'1,50 m, mais il continue toujours de vouloir se déplacer. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, eh bien, écoute, comme tu es à moins d'1,50 m, tu vas t'arrêter. Et comment on dit tu vas t'arrêter? On va utiliser le vecteur moveDirection qu'on va rétablir à un vecteur nul. Un vecteur directionnel nul. C'est-à-dire moveDirection est égal à un vecteur de type 0, 0. C'est-à-dire c'est comme si on faisait un vecteur qui est égal à ça. Donc je peux le laisser en commentaire. Hein. Je peux dire c'est comme si ceci, ça veut exactement dire la même chose que cela. Donc, ce qui revient à dire que on arrête le personnage, puisque le vecteur directeur qui nous permet donc de changer la direction de notre personnage est devenu un vecteur nul, avec pas de direction. Donc ici, on va dire stop. Ensuite, il faut quand même qu'on continue. Alors, je vais mettre plutôt... On stoppe le personnage, mais on continue de regarder dans la direction de Golem. Je rappelle que dans le cas où on avait fait les moins de 6 mètres, eh bien on avait utilisé une instruction ici qui nous disait, eh bien on va regarder dans la direction de Golem. Et la direction de Golem, c'est calculé par le vecteur dir2main entre Golem moins la position actuelle de l'ennemi. Donc ici, je vais pouvoir dire, copier exactement la même phrase qui fait exactement la même action. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter, mais on regarde dans la direction de Golem. C'est-à-dire que si Golem est à moins d'1,50 m et qu'il tourne autour de l'ennemi, eh bien, l'ennemi regardera quand même le personnage. Donc maintenant, on a la possibilité, comme on sait que fight va passer à vrai quand il sera à moins d'1,50 m, on a la possibilité de changer les animations. Alors, pour être clair, je préfère utiliser les animations dans une autre condition, les séparer dans le code. Je fais souvent ça. Donc, animation. Je sépare tout le temps le côté visuel du côté game logique du jeu, pour pouvoir mieux m'organiser. Donc je préfère refaire une condition, mais au moins avoir tout ça séparé et pas m'y perdre. Quand on a des gros scripts, là ça commence à déjà devenir un script avec pas mal de code. On peut s'y perdre très rapidement, mais si on a des endroits clés dans le code, eh bien on sait de quoi on parle et on peut s'y retrouver. Donc là, je vais mettre mes animations en condition avec une boucle else if. Donc, dans un premier temps, je veux tester si on a fight qui est égal à true, c'est-à-dire qu'on peut attaquer, et bien au lieu de lancer l'animation run, je vais lancer l'animation attaque. Toujours avec un crossfade, c'est-à-dire que si on a une animation qui est jouée avant, eh bien il y aura une transition vers attaque. L'animation attaque, qui, je le rappelle, se trouve être dans le skeleton dark à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on récupère l'enfant de l'objet courant qui s'appelle skeleton dark et dont on lit l'animation. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où on n'est pas en mesure de se battre, eh bien on lance l'animation run. Donc si je teste, donc là je suis à moins de 6 mètres de mon personnage d'ores et déjà, si je teste, vous remarquez que eh bien, mon personnage s'arrête à 1,50 m et commence à tirer. Si je pars, cependant, eh bien, c'est toujours pas retesté. C'est-à-dire que l'animation n'a pas réussi à calculer ici le false. C'est assez ennuyeux, pardon. Alors, je pense que j'ai oublié de mettre la transformation locale aussi dans le déplacement ici. Voilà. Parce que évidemment, il faut qu'il puisse se transformer sur les axes locaux. Déjà, ça c'est sûr. Et si je pars... Alors, il est complètement stoppé. Ça va poser problème. Alors, effectivement, je me suis complètement trompé, excusez-moi.
Par rapport au if, je pense que je me suis mal organisé, parce que j'ai mon else if ici qui est mal positionné. Donc je vais le mettre en dehors, fight, et c'est-à-dire en dehors de quelle condition? En dehors de la condition qui teste mon if fight. Donc je pense que ça doit être ça. On va tester, sinon Unity va nous le dire. Voilà. Il faut bien sûr sortir du fait que fight est faux, parce que sinon à l'intérieur il devient true et puis jamais il redevient false. Donc si on teste, il peut s'attaquer, et si on part, vous remarquez que tout de suite il vient blender la nouvelle animation de course et il part. Regardez. Ah, là je me déplace dans la scène. Donc là dans le jeu je me déplace, il blende l'animation de course et ensuite il continue de m'attaquer. Alors maintenant, d'un point de vue purement test de collision, on va observer notre boîte de collision de l'ennemi, et déjà on remarque que, eh bien, il sort au niveau de son animation. Mais c'est pas bien grave, j'explique pourquoi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire une réelle collision, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le fait que l'épée soit passée à travers le collideur de golem. Donc si on regarde le collideur de golem, on remarque que c'est bien quand même le cas, et notre épée passe à travers. Alors première chose que l'on va faire dans un premier temps, c'est aller récupérer notre sabre, notre épée, pardon, enfin c'est un sabre ou une épée, je sais pas exactement, notre épée de squelette. Donc je la sélectionne direct dans la scène et vous remarquez que dans la hiérarchie, ça me ramène directement au bon endroit. Et donc cette épée, je vais lui rajouter un nouveau composant de type box collider. Et vous allez remarquer qu'il va automatiquement prendre la forme de l'objet pour mieux s'adapter. Donc moi ce que je vais faire, c'est, donc là si on fait un test, vous allez voir c'est assez affreux. Le personnage rentre en collision avec lui-même, c'est avec son caractère contrôleur, c'est assez mauvais. Donc là moi je vais cliquer sur trigger et déjà on n'aura plus le même problème. Donc, si je teste, voilà, on a l'épée qui suit et là on sait qu'il y a deux collideurs à un moment qui vont rentrer en collision l'un dans l'autre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tester les deux collisions, mais pour pouvoir tester les deux collisions, il faut que le moteur physique intervienne. Alors là, c'est une notion assez bizarre à comprendre, enfin pas bizarre à comprendre, mais assez trapu à comprendre, à expliquer plutôt. Ça va être plutôt moi qui vais avoir des problèmes à vous expliquer, mais j'espère pouvoir vous donner plein d'exemples. Donc, imaginez deux objets qui rentrent en collision. Donc vous les programmez dans Unity, vous avez un cube, une sphère, vous envoyez donc du mouvement, enfin chacun de vos objets sont programmés pour avoir un mouvement, et ils sont programmés, et des déplacements se sont faits dans le moteur physique. Et il vous faut un rigid body pour pouvoir donc utiliser justement cette physique. Et quand les objets rentrent en collision, c'est là que l'on peut récupérer, via la physique, le fait qu'un trigger soit rentré dans un objet de type collider. Le problème, c'est que si là, nos objets, eh bien, ils sont l'un en face de l'autre, et qui ne bougent pas au sens propre de la physique d'Unity, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de déplacement de physique, eh bien, la collision ne pourra pas se faire. Par contre, il y a un déplacement qui est fait via l'animation du personnage, mais c'est pas fait via Unity, via le moteur Unity. Donc, il faut comprendre que quand on veut faire un test de physique, il faut qu'on ait un mouvement qui soit simulé par le moteur physique. Et il y a une manière dans Unity de faire une simulation physique ajoutée à une animation avec des triggers enfin des colliders. C'est le fait de rajouter donc un nouveau composant de type donc rigid body aussi, donc physique rigid body, et de décocher déjà la case gravity parce que sinon là ça va tomber, mais de cocher la case is kinematic. Donc la case is kinematic, c'est la possibilité de récupérer le mouvement de l'animation et d'en faire en quelque sorte un mouvement utilisable dans le monde physique. Je dis bien en quelque sorte, c'est vraiment imagé. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire dès que vous avez besoin de tester une collision avec un objet qui est animé, il faut prendre un rigid body dessus et cocher cette case. Donc maintenant, on pourra récupérer les collisions entre notre épée
est notre ennemi, même si les deux objets ne bougent réellement pas en physique. C'est-à-dire même si les objets n'ont pas de déplacement. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va pouvoir déjà rajouter dans le script global une nouvelle variable de type statique qu'on va appeler health, donc la santé de notre personnage. Health, alors, ouais, health main, je vais l'appeler, voilà. Et je vais la mettre de type float, et je vais dire que elle va être égale à 100, comme dans la majorité des jeux, ça on retrouve toujours ceci. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est tester donc notre collision entre l'épée et le collideur de notre personnage. Donc, je vais aller dans le caractère main script et je vais tester une collision entre un trigger. On, trigger, enter. Donc ça, on a déjà vu. Je vais passer en paramètre hit, donc un objet de type collider qui va me permettre de récupérer les informations de la collision du trigger. Alors pour qu'il y ait une collision entre un trigger, pour qu'on puisse utiliser onTriggerEnter, il faut au minimum qu'il y ait un trigger. Et là nous on sait qu'on a déjà un trigger puisque c'est le trigger de l'épée. Mais on peut y accéder normalement aussi depuis directement un script qui est attaché sur un objet qui n'a pas de trigger. Donc là, si je fais if it.transform.name est égal à dagger pour le moment, à ce moment-là, on va sortir en console debug.log pour le moment collision. Donc on va juste faire un test comme ceci. On va regarder nos deux objets. À chaque fois qu'il le touche, vous remarquez, ça nous renvoie une collision dans la console. Donc c'est parfait, même si on ne bouge pas, vous avez remarqué. Donc maintenant, on va essayer d'anticiper un peu la suite du cours. C'est le fait qu'il y ait plusieurs ennemis sur la scène. Alors pour tester plusieurs ennemis sur la scène, on va pas avoir de problème, sauf justement pour l'épée. Parce qu'ils vont avoir plusieurs épées, et si on fait transform.name égale dagger, on va avoir plein d'objets qui sont égales à dagger, et on va pas savoir auquel référer. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un tag dagger à l'épée de notre personnage. Donc je rappelle, on peut faire add tag tout en haut dans l'entête de l'élément du GameObject, rajouter un tag, retourner dans l'élément et venir l'ajouter. Donc moi je l'ai appelé dagger ce tag. Donc dans mon script, ce que je vais faire, c'est que je vais accéder au tag et non plus au nom. Donc si l'objet qui a été touché possède un tag qui s'appelle dagger, à ce moment-là on sort la collision. Mais là moi ce que je vais faire plutôt, c'est accéder à ma variable statique dans mon script global health main et je vais dire -, c'est-à-dire je vais enlever une vie à chaque fois que l'on touche l'objet. Et pour que ça soit assez intéressant à utiliser, je vais l'afficher pas dans la console, cette vie, je vais l'afficher directement à l'écran. Donc pour ce faire, petit souvenir des vidéos précédentes, GameObject, createOther, GUI text, le texte est apparu à cet endroit-là. On va le positionner à 0,2. Ah, excusez-moi, ça c'est la taille, c'est la position. 0,02, 0,98. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai des fontes à charger. Je vais aller en charger une, je pense. Sinon, je peux vous présenter aussi un super site qui s'appelle Dafont, que vous devez certainement connaître si vous faites de la typographie. Donc, c'est un site qui comporte plein de polices. Alors, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Donc, si par exemple, on décide d'aller récupérer, je sais pas, une police, par exemple western, ou déstructurée, horreur peut-être. Ouais, ça correspondra plus à notre jeu. Et que on va dans... Ou alors peut-être feu et glace, ça pourrait être plus sympa. Non, on va rester dans
peut-être Destroy, on aura, voilà, peut-être Destroy, on aura plus des trucs intéressants. Non, on va rester dans horreur. Et ensuite, vous avez la possibilité de cliquer ici sur plus d'options. Alors déjà, nous, on va taper par exemple un score. On va faire score de point espace, par exemple 20. On va appliquer tout ça pour voir ce que ça va nous rendre dans le jeu déjà. Et on va cliquer ici sur plus d'infos et cliquer sur les licences, donc domaine public gratuit. Après, il y a gratuit pour un usage personnel, donationware, shareware, démo, inconnu. Donc, vaut mieux être sûr que les licences sont libres d'emploi. Donc, je clique sur valider. Donc là, j'ai des polices qui apparaissent, qui sont assez sympas. Alors, moi, j'aime bien celle-là. Je trouve que ça va aller avec notre squelette. Ça fait un peu squelettique. Donc, on va télécharger cette police. Alors, le problème avec cette police, c'est qu'elle est pas du type que l'on veut. Elle est du type vectoriel. Donc moi je vais plutôt prendre, alors peut-être celle-ci, je vais voir. Voilà la police. Donc c'est un format TTF, normalement c'est parfait. Alors lisez aussi des fois les histoires de copyright. Hein. Regardez par exemple là c'est marqué use it however you want, for whatever you want. Donc c'est bon dans votre cas. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que dans Unity, on va prendre la police et on va la glisser dans Visuel. Et on va se faire un dossier à l'intérieur. Voilà, un dossier font. Create folder, font. Et on va glisser à l'intérieur font. Voilà. Donc sur notre GUI texte ici, on va venir lui proposer la police à la place. Vous remarquez que c'est déjà plus élégant. Et cette police, dans Unity, on va lui monter un peu sa taille. Alors 20. Ou peut-être 25, non. Et donc je vais appliquer. Voilà, ça me mettra un texte un peu plus grand. Et je vais peut-être lui mettre d'ailleurs une couleur. Voilà, dans les rouges rosés un petit peu. Voilà, comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est donc afficher le score à l'intérieur de ce texte. Donc je vais créer un nouveau script que je vais appeler GUI underscore score. Alors pour tout ce qui est GUI, je vais mettre un préfixe GUI. Donc je vais glisser ce script sur GUI texte, que je vais renommer d'ailleurs GUI underscore GUI espace score. Et donc je vais ouvrir ce code. Je vais supprimer la fonction start et dans l'update je vais dire GUI text.text est égal à score de point espace plus. Alors là, je vais récupérer dans le script global mon score. Mon score qui s'appelle pas score tout simplement, c'est health main. Donc c'est la barre de vie. Donc si je teste, je suis à 100. Mon ennemi me tire dessus. Et regardez, je baisse en vie. Donc là, on a un score qui s'affiche. C'est assez intéressant, mais on va peut-être aussi, eh bien, je pense qu'on va faire ça dans la prochaine vidéo. On va se prendre une vidéo de détente en quelque sorte, où on va réaliser l'effet de particules qui va jaillir du coup de l'épée. Donc je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. Ça va être un peu plus détente. On a fait un gros travail sur l'IA. On va souffler un peu. À tout de suite.